Découvrez le fait divers qui a inspiré Larry Clark et son film Bully, l'histoire d'un harceleur qui sera pris à son propre piège. Découvrez comment une bande d'amis s'est vengée de celui qui les terrorisait. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Bobby Kent. Nous publions chaque semaine des cas inédits, alors abonnez-vous pour n'en manquer aucun et surtout on a un message important en fin de vidéo. Bobby Kent et Marty Puccio se connaissent depuis qu'ils ont 9 ans. Ils sont meilleurs amis et vivent dans le même quartier, à Hollywood, dans le comté de Broward, en Floride. Ils sont tellement inséparables que leur entourage les surnommait les frères siamois. Mais, il y a un mais, leur relation cache un côté sombre qui poussera Marty à commettre l'irréparable. Mais pour l'heure, passons aux présentations. Bobby Kent est le fils d'un immigrant iranien. C'est un jeune homme extraverti et populaire. Marty, quant à lui, est un peu plus discret et est toujours dans l'ombre de Bobby. Et avec le temps, leur relation devient de plus en plus malsaine. Pendant leur adolescence, les deux jeunes hommes soucieux de leur apparence passent de nombreuses heures à la salle de sport, à soulever de la fonte pour développer leur musculature. La rumeur veut qu'ils se dopent et prennent des stéroïdes, et toutes ces drogues exaspèrent la personnalité déjà agressive de Bobby. Il se met alors à maltraiter et humilier Marty à de nombreuses reprises, et peu à peu, Marty se met à ressentir de la haine envers son meilleur ami qui le maltraite et le frappe sans arrêt. Les parents des deux jeunes hommes ne voyaient pas d'un bon œil leur amitié. D'un côté, les parents de Marty n'appréciaient pas Bobby, car Marty revenait souvent couvert d'échymose après avoir passé du temps avec Bobby Kent. Quant à Fred Kent, le père de Bobby, eh bien lui considérait Marty comme un fainéant sans avenir. En effet, Marty avait abandonné l'école en première alors que son fils, Bobby, était sorti diplômé du lycée en 1991. Il étudiait à la fac et avait de grandes ambitions professionnelles. Et le père de Bobby pensait que l'amitié que son fils entretenait avec Marty détruirait son avenir. Et il faut le dire, Bobby avait un certain charisme au point où tous les parents du quartier l'appréciaient. Mais ce n'était pas le cas de leurs enfants. Ils le voyaient d'une manière totalement différente. Ils le considéraient comme une brute sadique. À un moment donné, Marty voulait tellement échapper au harcèlement que lui faisait subir Bobby qu'il avait supplié ses parents de déménager, exactement comme dans le film de Larry Clark. Quand ils ont refusé, il s'est alors enfui à New York pour rester avec de la famille, mais il était vite revenu. Quoi qu'il en soit, en 1992, les deux adolescents menaient une double vie, marquée par les abus et la violence, une vie dont leurs parents n'étaient pas au courant. Bobby Kent, à l'âge de 20 ans, se met à regarder du porno gay hardcore et ça lui donne l'idée de tourner ses propres films. Alors au printemps 1992, il oblige Marty à séduire un homme de 46 ans. Bobby et Marty se rendent au domicile de l'homme en question et l'obligent à danser nu et à jouer avec un devant la caméra. L'homme a affirmé par la suite que les deux jeunes hommes l'avaient ensuite battu et volé, et qu'il l'avait menacé de diffuser la vidéo et de l'humilier publiquement s'il venait à parler. Kent aurait ensuite essayé de vendre le film porno gay intitulé Roth Boys à des boutiques de films érotiques de Floride, mais personne n'en voulait, en raison de la mauvaise qualité audio et vidéo ainsi qu'en l'absence d'actes sexuels dans le film. Certaines personnes affirment également que Bobby aurait transformé Marty en une source de revenus, l'obligeant à danser dans un club de striptease masculin et même en l'obligeant à se prostituer. Et en 1993, une troisième personne entre dans les vies tumultueuses de Marty et Bobby. C'est Lisa Connelly, la nouvelle petite amie de Marty. C'est une jeune adolescente de la classe moyenne, déscolarisée. Comme Marty, elle est en surpoids et mal dans sa peau, et elle est très attachée à Marty, mais elle se sent menacée par son amitié avec Bobby. Bobby l'empêchant de passer du temps avec Marty. Elle trouve un plan pour garder Bobby occupé. Elle lui arrange un rendez-vous avec son amie Alicia Willis, surnommée Hailey. Hailey est une amie donc de Lisa, âgée de 17 ans. Elle aussi
c'est une fille troublée, elle a déjà été mariée et a déjà un enfant. Et le plan de Lisa va marcher puisqu'Hailey et Kent commencent à sortir ensemble quelques semaines après. Mais si, au début, Bobby est très gentil avec Hailey, cela ne va pas durer. Le jeune homme a beaucoup de colère en lui, il est très jaloux, excessif, possessif, et le couple se dispute souvent. Hailey affirme même qu'il la battait régulièrement avant de toujours lui demander pardon. Elle le reprenait à chaque fois jusqu'au jour où elle en a eu plus qu'assez et où elle a mis un terme à leur relation. Elle ajoute également qu'il l'avait violée à de nombreuses reprises pendant leur relation. En juin 1993, Marty révèle à sa petite amie Lisa quelque chose qu'il gardait secret depuis longtemps. Il lui avoue que Kent le maltraite et le bat régulièrement, et ce depuis des années. Lisa affirme d'ailleurs que Marty avait sans arrêt des traces de coups sur lui, et il était évident pour elle que Bobby le battait. Lisa Connelly supplie alors Marty de confronter Bobby et de mettre un terme à leur amitié. Mais Marty semble hésitant. Il se retrouve tiraillé entre les besoins de sa petite amie et les demandes agressives de son meilleur ami. Et après la rupture de Bobby et Hailey, Marty et Bobby se mettent alors à passer énormément de temps ensemble. Plus de temps encore qu'à leur habitude, ce qui déplaît énormément à Lisa. La haine de Lisa pour Bobby grandit alors de plus en plus chaque jour, et ce pour plusieurs raisons, parce qu'il bat Marty, parce qu'il a violé Hailey, mais également car Bobby la traite souvent de gros cul, ou de grosse vache, ou de grosse tout simplement, encourageant et forçant même Marty à faire la même chose. Alors quand elle apprend qu'elle est enceinte de Marty, elle se dit qu'entretenir une relation longue et sérieuse avec Marty serait compliqué à cause de Bobby. C'est à ce moment que Lisa Connelly décide que Kent devait être éliminé pour le bien de tous. Elle commence alors à parler à Marty et à d'autres de ses amis de son projet d'assassinat. Le plan a commencé par un simple appel de Lisa, le 13 juillet 1993. Elle appelle son amie Hailey. Elle lui explique que Bobby Kent prévoit de venir à Palm Bay, là où elle habite, pour l'assassiner, et pire, il prévoit d'étouffer son bébé, à moins qu'elle n'accepte de ressortir avec lui. En tout cas, ce sont les affirmations de Lisa, nous ne savons pas si elles sont vraies ou non, mais voici sa version. Lisa demande alors à Hailey de venir chez elle pour qu'elle puisse discuter ensemble du meurtre de Bobby. Il en va de sa propre sécurité, d'après Lisa. Hailey se rend donc chez son amie et amène avec elle son petit ami de l'époque, un certain Donald Semneck, surnommé Donnie, et qui a 17 ans, ainsi qu'Heather Swailers, de 18 ans. Ils sont tous les deux toxicomanes et déscolarisés. Et ils mettent alors un plan au point. Hailey devait séduire Bobby Kent et commencer à avoir une relation sexuelle avec lui. Pendant ce temps, Lisa se faufilerait derrière Bobby et lui tirerait dessus. Plus tard ce jour, Lisa, Hailey, Donnie et Heather se rendent chez un certain Derek Kaufman, un tueur à gages autoproclamé. Il lui explique qu'ils ont besoin d'une arme et qu'ils en ont besoin maintenant car ils veulent tuer Bobby le soir même. Derek Kaufman leur explique qu'il ne peut pas trouver d'armes en aussi peu de temps. Il leur demande de lui laisser donc un peu de temps, histoire qu'il voit ce qu'il peut faire pour eux. Tous ensemble quittent alors le domicile de ce Kaufman et retournent chez Lisa. Dans la nuit du 13 juillet 1993, Marty, Donnie, Heather, Lisa et Hailey décident de mettre leur plan à exécution. Hailey et Lisa donnent rendez-vous à Bobby. Lors de la rencontre, Marty, Donnie et Heather, mal à l'aise, partent, laissant Lisa, Hailey et Bobby ensemble. Les deux jeunes femmes attirent Bobby vers une fosse rocheuse, à l'ouest de Broward, avec la promesse qu'il pourrait conduire la Mustang d'Hailey et bien évidemment avoir des relations sexuelles avec elle. Lisa avait apporté le pistolet de sa mère qu'elle avait volé, et son but, c'était de tuer Kent alors qu'il serait en train de coucher avec Hailey. Mais elle n'a pas pu lui tirer dessus, parce que selon elle, la police
après réflexion, aurait pu facilement retracer les fragments de balles jusqu'au pistolet qui appartenait à sa mère. Alors elle décide de mettre son projet en stand-by. Malgré cette tentative ratée, Lisa souhaite toujours la mort de Bobby. Elle recontacte donc Kaufman le lendemain matin. Il continue à parler de tuer Bobby, mais cette fois, une nouvelle personne est avec eux. Il s'agit du cousin de Lisa, un certain Derek Virko, âgé de 19 ans. Chacun donne des idées sur la manière de tuer Bobby, ils en rigolent d'ailleurs ensemble. Le meilleur ami de Bobby, Marty, était lui absent lors de ces réunions, et jusque-là d'ailleurs on ne savait pas vraiment quel était son rôle dans toute cette histoire. Mais ça, vous allez bientôt le découvrir. Le 14 juillet vers 23h30, le groupe décide de passer à l'action. Ils se regroupent tous devant chez Marty, et Marty n'était peut-être pas présent lors des discussions le jour précédent, mais maintenant, il fait clairement partie du plan. Marty Puccio contacte Kent pour le convaincre de sortir avec le petit groupe ce soir-là. Il lui dit qu'ils feront une course automobile et Kaylee veut à nouveau coucher avec lui. Et vous imaginez bien que Bobby Kent est ravi. Marty sort de chez lui vêtu d'un long trench coat noir. Il a un bandana rouge accroché autour de la tête et porte des bottes de combat. Dans l'allée de chez Marty, avant que Bobby n'arrive, le petit groupe vérifie leurs armes. Ils avaient en leur possession un tuyau en plomb, 2 couteaux, une batte de baseball en aluminium, car Derek Kaufman n'avait pas pu trouver d'arme à feu. Ils discutent alors ensemble de leur plan. Ils devaient se rendre en voiture dans un endroit où personne ne les dérangerait, et une fois arrivés sur les lieux, Ellie devait emmener Bobby dans un endroit isolé, et là, elle aurait été chargée de le distraire jusqu'à ce que Donnie arrive pour lui porter le premier coup. Et c'est enfin le moment. Vers 23h45, le petit groupe passe chercher Bobby chez lui. Ils s'en vont dans 2 voitures séparées et prennent la direction d'un chantier en construction non loin des Everglades. L'endroit choisi est idéal, il est sombre, calme et isolé. Arrivés là-bas, ils se garent et immédiatement, Hayley et Bobby sortent de leur voiture et s'enfoncent main dans la main dans la nuit. Ils vont discuter près d'un canal, non loin, pendant que les autres restent dans leur voiture. Heather quitte le groupe et va rejoindre Bobby et Hayley. Heather commence alors à plaisanter avec eux quand elle entend des bruits de pas. Ce sont ceux de Donnie, le petit ami actuel d'Hayley. Il sort de l'ombre et plante un couteau dans le cou de Bobby. Bobby se met alors à hurler « J'ai été frappé, il m'a frappé, il m'a frappé ». Il appelle alors à l'aide son ami Marty. Marty arrive alors, mais avec un couteau. Bobby essaye de s'enfuir, mais Donnie et Marty le pourchassent et le plaquent au sol. Et Marty commence à le poignarder à plusieurs reprises. Bobby s'excuse auprès de Marty et lui dit « Peu importe ce que j'ai fait, je m'excuse ». Mais cela n'arrêtera pas Marty qui lui tranche la gorge. Bobby saigne abondamment, mais son calvaire n'est pas fini. Derek Kaufman, le chef de gang autoproclamé encore une fois, que, pour rappel, les autres connaissaient à peine, se dirige vers Bobby et lui donne un coup dans la tête avec sa batte de baseball. Coup qui se révélera être fatal. Kaufman demande alors de l'aide pour se débarrasser du corps. Derek, qui était resté dans la voiture avec Lisa, les rejoint, et ils abandonnent le corps sur le bord du rivage, pensant naïvement que les alligators allaient le manger. Lisa, effrayée, se met à hyperventiler, et quand enfin elle reprend son souffle, tout était fini. Ils étaient tous remontés dans leur véhicule, et ils repartaient direction une plage où ils avaient l'habitude de traîner pour finir leur soirée. Arrivé là-bas, Kaufman dit que finalement ce n'était pas grand-chose que de tuer quelqu'un et qu'il avait d'ailleurs déjà tué quelqu'un par le passé. Le petit groupe nettoie la batte de baseball, jette le couteau dans l'océan et se mettent d'accord sur un alibi. Ils se mettent d'accord pour dire aux policiers, s'ils sont interrogés, qu'ils avaient passé la nuit à South Beach et que Bobby n'était pas avec eux, mais qu'ils l'avaient vu avec une jeune fille que personne ne connaissait. Ensuite, Kaufman ajoute que si quelqu'un parle, eh bien, ce quelqu'un serait le prochain à mourir.
Le lendemain matin, le jeudi 15 juillet 1993, à Hollywood en Floride, le père de Bobby se rend compte que son fils n'est pas rentré chez lui. Il s'inquiète et à midi, toujours sans nouvelles de son fils, il décide d'aller rendre visite à son ami Marty. Il se rend donc chez Marty, qui habite non loin de chez lui, et lui demande s'il n'a pas vu son fils. Marty lui explique avoir vu Bobby la veille, mais qu'ils n'étaient pas restés ensemble. Pendant qu'ils discutent, la petite amie de Marty, Lisa, apparaît devant la porte pour demander ce qu'il se passe. Lisa est hystérique et en larmes, et Marty lui dit « Ferme ta putain de gueule et retourne à l'intérieur ». Et Monsieur Kent sent que quelque chose ne va pas, et dès qu'il est de retour chez lui, il appelle immédiatement la police pour déclarer la disparition de son fils. Suite à l'appel de Fred Kent, mais aussi parce qu'une amie de Lisa Connelly, à qui Lisa avait tout raconté de son meurtre, s'était manifestée auprès de la police, eh bien des officiers sont envoyés en urgence afin d'interroger Lisa et Marty, mais tous les deux ni avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de Bobby. Et dimanche, soit seulement 3 jours après le meurtre de Bobby, Hayley contacte la police et passe aux aveux. Une fois l'interrogatoire terminé, on lui lit ses droits, on lui annonce qu'elle est inculpée de meurtre, et elle est donc arrêtée et envoyée en centre de détention pour mineurs. Et elle tombe littéralement des nues, car elle pensait, encore une fois naïvement, qu'elle allait simplement être considérée comme un témoin et qu'elle serait renvoyée chez elle. Elle ne se rendait même pas compte qu'elle était impliquée dans un meurtre. Le jour même, le cousin de Lisa Connelly, le fameux Derek, se rend lui aussi au commissariat et passe aux aveux. Et pour prouver que ce qu'il dit est vrai, il conduit la police au corps de Bobby Kent. En arrivant sur les lieux, les policiers peuvent sentir l'odeur bien particulière d'un corps en décomposition, et dès qu'ils s'approchent du rivage, ils aperçoivent le corps de Bobby face contre terre. Il se trouvait exactement là où il avait été laissé. Derek est arrêté très rapidement et grâce aux 2 confessions, celle d'Hayley et Derek, eh bien la police arrive à créer la liste de ceux qu'ils suspectent être impliqués dans le crime. Des mandats d'arrêt sont délivrés, et Lisa Connelly, ainsi que Kaufman et Donnie sont arrêtés. Le lendemain, le lundi 19 juillet 1993, à 5 heures du matin, la police se rend cette fois chez Marty pour l'arrêter. De chez lui, les policiers peuvent voir Fred Kent observer la scène, mais Marty n'est pas chez lui. Et pour cause, il est déjà au poste, car il s'était déjà rendu lui-même à la police. Après être passé chez Marty, un policier chargé de l'enquête se rend chez Fred Kent, qui n'avait toujours pas été notifié de la mort de son fils, afin de lui dire la vérité. Il explique que le corps de son fils a été retrouvé et lui explique également la raison pour laquelle ils étaient au domicile de Marty. Fred Kent éclate alors en sanglots, car il comprend qu'il ne reverra jamais son fils. Les 7 personnes responsables de la mort de Bobby sont inculpées de meurtre au 1er degré. Tous les participants finissent par admettre être impliqués, mais personne n'admet être la tête pensante. Ils expliquent également qu'ils ont commis ce crime car Bobby était une brute vicieuse, et ils ajoutent qu'ils lui ont seulement rendu la monnaie de sa pièce. La majorité des participants insistent également sur le fait que ceux qui voulaient vraiment voir Bobby mort étaient son meilleur ami, Marty, ainsi que sa petite amie, Lisa. En août 1993, les 7 suspects sont inculpés du meurtre de Bobby Kent, et tous plaident non coupables pour meurtre au 1er degré. À l'automne 1993, le procureur de Broward County en Floride est prêt à poursuivre les 7 personnes responsables du meurtre de Bobby Kent, et il réclame la peine de mort pour les 7 accusés compte tenu de la violence des coups et de leur intention claire de tuer. Les procès commencent enfin en septembre 1994. Heather et Derek sont autorisés à passer un accord avec le procureur en échange de leurs témoignages et d'une sentence plus légère. Le procès fait sensation et les médias surnomment l'histoire
le meurtre du harceleur. Le premier procès à avoir lieu est celui de Marty. Le procureur insiste sur le fait qu'il mérite la punition la plus sévère, car c'est lui qui a porté les coups les plus violents à Bobby. L'avocate de Marty rétorque, quant à lui, que c'est injuste, car Marty n'a en aucun cas planifié le meurtre de son ami avec les autres, et qu'il avait supporté les abus de Bobby à son encontre pendant de très nombreuses années. Mais le jury ne sera pas touché par ces arguments, car le 21 septembre 1994, Marty est reconnu coupable de meurtre au premier degré et est condamné à la peine de mort. À l'annonce du verdict, la famille de Marty est choquée et considère que cette peine est injuste compte tenu des maltraitances que Bobby avait fait subir à leur fils. Mais la famille de Bobby, quant à elle, est satisfaite car selon eux, justice a été rendue à leur fils. Et maintenant, c'est Marty qui a peur pour sa vie, comme leur fils avait eu peur pour la sienne, pensait-il. Le procès suivant sera celui de Derek Kaufman, souvenez-vous, le tueur à gages autoproclamé. Il sera lui aussi reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Chaque nouveau procès était difficile pour la famille de Bobby, car leur fils était à chaque fois décrit comme une brute épaisse qui avait fait face finalement à son karma. Et ses parents refusaient de croire que leur fils était un sadique cruel, car ils n'avaient pas cette image de leur fils. Hayley Willis et son petit ami Donnie sont jugés ensemble. En février 1995, Donnie est reconnu coupable de meurtre au second degré et il est condamné à la prison à vie. L'avocat d'Hayley, quant à lui, a insisté sur le fait qu'au moment où les violences contre Bobby avaient commencé, Hayley, elle, avait couru en hurlant en allant se réfugier dans sa voiture et qu'elle n'avait en aucun cas participé au meurtre. Cependant, sa confession enregistrée où elle admet avoir servi d'appât pour piéger Bobby sera diffusée pendant son procès et elle sera reconnue coupable de meurtre au second degré et condamnée à 17 ans de prison. Encore aujourd'hui, Hayley insiste sur le fait qu'elle n'a jamais voulu que Bobby soit tué. Elle explique qu'elle savait comment utiliser une arme à feu et que si elle avait vraiment voulu tuer Bobby, elle l'aurait tué par balle. Elle ajoute qu'elle n'est pas une meurtrière et qu'elle n'aurait pas pu tuer quelqu'un juste parce qu'il la battait. La dernière à être jugée est Lisa Connelly. Le procureur a insisté sur le fait que selon lui, Lisa était la tête pensante de tout ça et que c'est elle qui avait orchestré le meurtre, ne voulant pas laisser Bobby Kent se mettre en travers de sa relation avec Marty. Selon lui, elle était prête à tout, même au meurtre, pour se débarrasser de lui. Lisa, quant à elle, affirme qu'elle pensait que Marty allait seulement confronter Bobby, peut-être le frapper, mais pas le tuer. Lisa a témoigné à la barre et a exprimé des remords concernant la mort de Bobby. Elle a affirmé être très triste pour lui, ainsi que pour sa famille, et a ajouté que tout cela n'aurait jamais dû arriver. Elle a ajouté que le soir du crime, elle n'avait pas d'arme sur elle et n'avait donné aucune instruction. Elle insiste aussi sur le fait que rien ne la lie à ce crime, mais les jurés ne l'ont pas vue comme une jeune fille amoureuse prise au piège de la relation tumultueuse de Bobby et Marty, puisque le 28 avril 1995, elle sera reconnue coupable de meurtre au second degré et condamnée à la prison à vie. À l'annonce du verdict, la mère de Lisa est sous le choc. Elle trouve ridicule que sa fille soit condamnée à perpétuité alors qu'elle n'a tué personne. Et en appel, sa sentence sera réduite à 22 ans. Et plus tard, la condamnation de Marty, elle, sera commuée en prison à vie. Derek, quant à lui, sera libéré après avoir servi 6 ans en prison. Heather, elle, sera libérée après avoir passé 5 ans derrière les barreaux. Kaufman et Marty sont, à l'heure actuelle, encore en prison. Quant à Hayley Willis, elle a été libérée en septembre 2001 et son amie Lisa Connelly, elle, en février 2004. Et Lisa dira qu'elle est heureuse de pouvoir enfin passer du temps avec sa fille. Souvenez-vous, elle était enceinte quand elle a été arrêtée, enceinte de Marty. L'enfant était né alors qu'ils attendaient tous les deux leur procès. Et même si aujourd'hui Marty et Lisa n'entretiennent plus de relations amoureuses, ils sont encore en contact tous les deux pour le bien-être de leur fille. La police considère quant à elle
que l'on rencontre tous des harceleurs dans sa vie, mais que ce n'est pas une raison pour les tuer, qu'il y a d'autres moyens de régler ces problèmes, et qu'il suffit la plupart du temps simplement de s'éloigner de la personne qui nous harcèle et de passer à autre chose. Ils ont insisté sur le fait que la mort de Bobby était injuste, car même si c'était une brute épaisse, certains de ces meurtriers ne le connaissaient même pas. Alors pourquoi le tuer? Et vous? Qu'en pensez-vous? Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de Ken McElroy, que nous avons publiée déjà il y a de cela quelques mois. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et puis, petit message comme d'habitude les amis, que ce soit en France, en Turquie, à Haïti, au Maroc ou peu importe où vous êtes dans le monde, prenez soin de vous, faites attention à vous, restez confinés. Quant aux autres, ceux qui doivent braver le confinement pour travailler, eh bien vous avez mes plus profonds respects. Voilà. Et le message important, au-delà de ça, c'était concernant le face reveal. Il est temps, nous allons nous présenter avec ma sœur et pour ça on a besoin de vous. On va faire une FAQ. Alors posez-nous toutes vos questions, que ce soit sur Instagram, LilaXLilia ou en commentaire. Nous attendons vos messages. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur YouCrim.